Monsieur le Premier ministre, cher Manuel, Monsieur le ministre, cher Yves, Madame la ministre, chère Sarah, elle doit être là normalement, je ne sais pas si elle est arrivée, et tous ceux qui pourraient devenir ministres prochainement. Mesdames et messieurs, tout simplement, chers amis, je suis évidemment très heureux de pouvoir intervenir devant vous, non pas en conclusion, puisque cet après-midi, il va encore se passer bien des choses, mais en tout cas pour accompagner les 3 interventions que vous venez d'entendre et qui sont si significatives des différentes tonalités que nous pouvons avoir pour mener les combats républicains qui sont les nôtres. Nous avons le sentiment, à juste titre, en ce moment, que la France est à la croisée des chemins. Nous en avons le sentiment parce qu'il y a cette crise institutionnelle et politique, et j'en parlerai bien sûr. Mais cette croisée des chemins, c'est aussi une croisée des chemins civilisationnels, c'est une croisée des chemins structurels. Ça a été largement évoqué au cours de ces 3 jours, et nous devons nous fixer comme principe de toujours faire vivre la bataille des idées. Si le laboratoire de la République existe, c'est pour que la bataille des idées ne soit pas simplement le fait des extrêmes, des radicalités politiques, d'extrême gauche et d'extrême droite, ou des radicalités religieuses, avec des projets qui sont des projets de long terme, des projets organisés, des projets qui offrent une vision que nous combattons, mais cette vision existe, face à une République et à une démocratie qui, elles, vivent trop souvent à la petite semaine, négligent le combat des idées et ne manifestent jamais. Sur bien des sujets, les intérêts particuliers sont défendus par des manifestants, par des militants. L'intérêt général n'est malheureusement défendu par personne. Et lorsqu'il est défendu par l'État, souvent l'État est attaqué. Il n'y a rien de plus simple que d'attaquer l'État, comme il n'y a rien de plus simple que d'attaquer la République. Et si un jour ces 2 éléments-là devaient tomber, nous n'aurions plus que nos yeux pour pleurer tout simplement le bien commun qui est ce qui nous unit, et ça a été largement dit ce matin. Alors je voudrais, pour illustrer ce point, c'est-à-dire le lien entre les idées et la pratique, et le fait que c'est parce qu'on fait vivre les idées qu'ensuite il y a des conséquences pratiques dans la société, et bien venir sur ce que j'appellerais les 4 cavaliers de l'apocalypse démocratique. Il y a aujourd'hui 4 menaces qui pèsent sur la démocratie. Ces menaces sont plus ou moins nouvelles, elles sont surtout très accentuées. On pourrait dire qu'elles sont consubstantielles à la démocratie. Tocqueville en avait identifié plusieurs. Pour autant, aujourd'hui, ces menaces ont une particulière acuité. Et je vais les visiter une à une. Sur chacune d'entre elles, ne pas me contenter de faire du commentaire ou de la théorie, mais voir dans quelle mesure nous pouvons, grâce aux idées que nous avons notamment entendues ce matin au travers de la restitution des ateliers, eh bien, combattre ces cavaliers de l'apocalypse, et au contraire, d'une manière joyeuse, tu as bien raison Manuel, d'une manière volontariste, d'une manière républicaine, d'une manière démocratique, et bien répondre aux défis de notre temps et surtout créer un espoir, et notamment un espoir pour notre jeunesse. Parce que oui, en effet, notre pays qui offre, ça a été très bien dit en restitution d'atelier tout à l'heure, qui offre l'école gratuite, l'université gratuite, la santé gratuite, notre pays qui est magnifique. Pourquoi ce pays fait-il l'objet de tant de haine de soi, de la part, et ce lapsus est très beau, de la peur d'acteurs qui n'ont qu'un intérêt, c'est l'abaissement de notre pays, qu'un intérêt, la valorisation de nos adversaires, souvent des adversaires extérieurs. Eh bien, il n'y a aucune raison de rester dans ce pessimisme, aucune raison de rester dans ce fatalisme, aucune raison de rester dans ce défaitisme. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous dites non au défaitisme. Alors, je voudrais les visiter donc un à un. D'abord, la démocratie a un premier problème, c'est le premier cavalier de l'apocalypse. La démocratie est myope. Cette myopie démocratique, c'est la question de la relation au long terme. Je le disais il y a un instant, les adversaires de la démocratie, prenons quelques grandes puissances étrangères, ont une vision de long terme. Poutine a une vision de long terme. Et d'ailleurs, il est au pouvoir sur la longue durée, précisément parce qu'on est peu en démocratie quand on est chez lui. Erdogan a une vision de long terme. Et dans les 2 cas, il déroule quelque chose. Nous espérons tous que ce quelque chose va bientôt s'encalaminer, mais ce quelque chose est déroulé. Est-ce que nous déroulons quelque chose aujourd'hui, nous, en France, en Europe, dans le contexte démocratique? Nous avons perdu le sens du long terme, nous avons perdu par exemple le sens de la planification, nous avons perdu le sens de la vision
sur les grands problèmes qui ont des conséquences de long terme, et nous en avons eu plusieurs exemples dans les débats que nous avons eus ces derniers jours. Je vais en prendre un seul pour commencer, il a été évoqué très justement ce matin, la démographie. La démographie est typiquement un sujet de long terme. La démographie, c'est notre avenir. Personne, pourtant, ne manifeste dans la rue pour la démographie. Vous me direz, c'est autrement que cette démographie peut être encouragée, mais la démographie suppose une politique publique. Ce qui est très intéressant, c'est que je le disais à quelqu'un hier, qui immédiatement m'a dit « Ah oui, mais vous parlez comme Zemmour, alors ». Autrement dit, nous devrions laisser, sur ce sujet comme sur d'autres, un sujet de grand bon sens à l'extrême droite, et nous devrions, nous, républicains, considérer que c'est infamant de parler de démographie. Je dois dire qu'au cours du premier quinquennat, j'ai beaucoup parlé de démographie. J'ai été tout seul. Chaque fois que je l'ai fait, je passais pour quelqu'un qui, finalement, présentait un problème supplémentaire, et alors même que, finalement, personne ne soulève ce problème. C'est d'ailleurs typique des sujets qui ont trait au long terme et typique des sujets qui ont trait aux enfants. Ils ont beaucoup trop peu d'avocats, alors que les intérêts particuliers en ont beaucoup. Et donc, la question du long terme est la question que nous devons relever, et la question de la démographie est la première d'entre elles. Lorsqu'il y avait tous ces conflits autour de la réforme des retraites, je devrais dire tous ces conflits autour des réformes des retraites, puisque nous nous sommes installés maintenant dans une scénographie absurde d'avoir un projet de réforme des retraites qui souvent accouche de choses assez limitées et qui embolise la société française pendant plusieurs mois, la conflictualise encore aujourd'hui sur des questions comme ça. La première réponse, c'est tout de même la démographie. Si dans une génération, nous n'avons pas des enfants qui sont là pour rentrer dans la vie active, si nous n'avons pas cette dynamique liée au fait qu'un pays doit toujours avoir une jeunesse importante, bien entendu que nous pourrons faire des réformes qui reculeront sans arrêt l'âge de la retraite pour tenir compte de cela, et nous aurons toujours plus de conflits, et nous aurons toujours plus de pessimisme, et nous aurons donc toujours moins d'enfants. C'est donc ce cercle vicieux qu'il faut rompre, et la question démographique nous renvoie à des politiques publiques concrètes. Le laboratoire de la République doit y réfléchir. Je pense aux politiques familiales, bien sûr, sujet là aussi très peu abordé, sujet qui est beaucoup plus qualitatif que quantitatif, puisque j'y reviendrai, et ça a été abordé aussi, on peut certainement faire mieux avec l'argent qui est consacré à ces questions aujourd'hui, et ça n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Nous sommes, nous, démocratie du début du XXIe siècle, dans une situation inédite sur le plan historique, puisque c'est la première fois qu'il y a eu une telle période de paix et de démocratie dans l'histoire de l'humanité. Et ceci ne doit évidemment pas nous endormir. Beaucoup des phénomènes qui ont été décrits, notamment par Rachel Kahn à l'instant, mais aussi par Abnous Shelmani tout à l'heure, sont des phénomènes d'endormissement de la démocratie. Et les absurdités contemporaines que nous voyons, notamment au travers du wokisme et de certains mouvements différentialistes, ne sont jamais que des mouvements d'enfants gâtés. Quand je vois un écrivain jeune bourgeois du début du XXIe siècle, médiocre, insulter un mort pour se sentir progressiste, le premier mot qui me vient, mais c'est un enfant gâté, quelle chance il a de pouvoir être aussi ignoble et d'en tirer un profit. Il n'y a qu'un enfant gâté qui peut se permettre cela. C'est être un enfant gâté que d'insulter des gens qui, eux, risquent leur vie contre l'islam politique, contre l'islamisme. C'est être un enfant gâté que de faire les plateaux de télévision pour promouvoir quelque chose qui insulte les morts, ce qui est pour moi pratiquement le premier des péchés, et qui en dit long sur celui qui a fait ça. Mais en deuxième lieu, pour tout simplement jouer les progressistes en ayant l'air de penser que la pensée républicaine est une pensée réactionnaire. Ces folies-là, et j'en profite à la suite de Manuel pour rendre hommage évidemment à Laurent Bouvet, qui était un grand intellectuel, un grand académique, un homme de courage, et que ceux qui l'attaquent aujourd'hui alors qu'il est mort sont vraiment, au contraire, une honte pour ce qu'ils sont. La question du long terme nous renvoie à une multitude de thèmes, une multitude de questions relatives à l'intérêt général, une multitude de questions qui ne peuvent être résolues que si les problèmes sont bien posés. Ce qui renvoie de nouveau
à la vitalité du monde des idées dans notre système. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est ce que l'on pourrait appeler l'impuissance démocratique. Et c'est évidemment relié au point précédent. L'impuissance démocratique, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi l'inefficacité démocratique. Et il est très intéressant de raisonner sur cette question à partir de ce que nous avons vécu lors de la crise sanitaire. Souvenez-vous des débats à ce moment-là. Nous étions une fois de plus dans la haine de nous-mêmes, dans l'autocritique permanente. Beaucoup se prêtaient à admirer la Chine, qui sans doute allait trouver un vaccin plus vite, plus efficacement. L'ensemble des dictatures semblaient prendre le pas. On oubliait d'ailleurs que c'était justement l'une d'entre elles qui était à l'origine de ce virus. Ça a été fort peu critiqué. Qu'est-ce qu'on aurait dit si la France avait été à l'origine du virus ? Mais surtout, ce qui était frappant, c'était la facilité avec laquelle on commençait à admirer le modèle autocratique pour son efficacité. Tocqueville avait vu ça très bien. Il nous dit dans la classification classique des régimes entre monarchie, aristocratie et démocratie qu'il y a une forme de supériorité de la monarchie et de l'aristocratie, précisément parce qu'on prend la décision plus vite entre moins de gens lorsqu'on est dans les deux premières catégories de régime. C'est un vieux problème. Mais ce vieux problème a connu en quelque sorte un renouveau depuis le début du XXIe siècle, avec une admiration de plusieurs secteurs, l'extrême droite par exemple pour la Russie, l'extrême gauche pour toute une série de régimes, le Venezuela par exemple, Emmanuel a eu raison de le rappeler, absolument hallucinant de voir qu'aujourd'hui on a un pays où on a un dictateur qui est installé en truquant le scrutin et qui le fait avec les applaudissements des extrêmes gauches occidentales. C'est évidemment totalement antidémocratique. Et ceci se passe sous nos yeux, sans beaucoup de commentaires, et alors même que cette extrême gauche se prétend démocratique. Il y a donc, au travers de la question de l'impuissance démocratique, la question de l'efficacité de la démocratie qui est posée. Et de nouveau, nous devons, au travers des travaux qui sont les nôtres, montrer comment la démocratie peut, au contraire, être synonyme d'efficacité. Là aussi, nous en avons eu plusieurs exemples dans nos travaux, mais je voudrais retenir un mot-clé, un mot qui a été prononcé ce matin, un mot qui probablement devrait être au fronton de nos travaux tellement il s'applique à l'ensemble des domaines, un mot qui est synonyme de revitalisation de la démocratie, mais un mot qui est aussi synonyme de dynamisation de la démocratie et d'efficacité de la démocratie. Et ce mot, c'est celui de participation. La participation est essentielle en politique. Nous devons renouveler le contrat social. S'il y a une embolie démocratique aujourd'hui, c'est parce que, avec les très bonnes institutions de la Ve République, il y a eu malheureusement un exercice excessivement concentré du pouvoir de la part de plusieurs présidents. Et ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ce livre La Citadelle. C'est-à-dire que c'est la pente naturelle du pouvoir, bien entendu, et c'est la pente naturelle, a fortiori sous la Ve République, que d'aller vers cette concentration. Et nous devons aujourd'hui réfléchir à des formes de séparation des pouvoirs, à des formes d'organisation des choses qui doivent nous permettre de créer plus de participation. Entendons-nous bien, la séparation des pouvoirs ne doit pas de nouveau nous faire rencontrer l'impuissance démocratique. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois la concentration des pouvoirs, mais en même temps parfois de l'impuissance publique. Nous devons avoir exactement l'inverse, c'est-à-dire être capable de faire respirer la démocratie, et non pas pour faire du zigzag, non pas pour être à la merci du dernier sondage pour prendre une décision, mais pour faire en sorte que tout le monde se responsabilise à l'intérieur de la société sur les politiques publiques. Il est évident que c'est localement que bien des choses peuvent se faire, et ce n'est pas pour rien que nous avons choisi Autun pour faire cette université d'été, et ce n'est pas pour rien que nous avons mis en exergue de nos travaux l'égalité des territoires, la revitalisation des territoires, la possibilité de prendre des initiatives dans les villages, dans les petites villes. Nous l'avons entendu ce matin, pour avoir ce retour de la démocratie par le retour de l'espérance. Et le retour de l'espérance, c'est donc ce qui permettra de lutter contre l'impuissance démocratique grâce à la participation. Nos concitoyens doivent se sentir membres du contrat social, et c'est une évidence que nous devons aller dans ce sens, et ceci a plein de conséquences concrètes. Ça a été dit en conclusion de l'atelier République démocratique. Les pistes sont là, elles sont dans la participation des citoyens. Non pas par
des référendums tous les jours, non pas par des idées au travers de sortes de concours Lépine sur le nouveau mode de scrutin. Tout ceci est en réalité assez vain. Ce qui est très important, c'est que chacun se sente partie prenante du contrat social et soit dans un système de droits et devoirs où on prend des décisions parce qu'on en voit les tenants et les aboutissants et on en est partie prenante. Et c'est évidemment la décentralisation qui doit le permettre. Et là aussi, je voudrais remercier Manuel de l'avoir rappelé, ça a été un de mes combats. On ne doit pas confondre décentralisation et différenciation. Ces derniers temps, malheureusement, cette question du différentialisme s'est aussi insinuée dans les questions institutionnelles. Et Benjamin Morel l'a rappelé tout à l'heure, et il est un grand spécialiste du sujet. Là encore, nous sommes devant un sujet de long terme, où si nous n'y prenons pas garde, comme il n'y a personne pour défendre l'intérêt général, eh bien, nous aurons des montées de séparatismes locaux qui viendront se greffer sur les séparatismes communautaristes. Nous devons être très attentifs à ça, avoir d'autant plus de décentralisation que nous devons avoir du commun. Concrètement, ça veut dire que non, les territoires ne choisissent pas leur statut à la carte. Parce que, alors, on a sinon une surenchère permanente de différenciation. Notez que cette question n'est jamais que la projection à l'échelle des institutions de ce que Amnous Shalmani a dit tout à l'heure, et ce qu'ont dit très bien évidemment hier Raphaël Enthoven et Philippe Val, mais aussi Pascal Bruckner, un thème qui a donc couru dans nos débats, c'est-à-dire la victimisation individuelle. L'idée que je dois avoir plus de droits parce que je suis plus victime. Ça marche à l'échelle individuelle, et certains ont envie de faire ça aussi à l'échelle collective. Dès qu'on rentre dans ce type de logique, dès qu'on rompt l'égalité républicaine, simple, universaliste et tranquille, eh bien, on court de très grands dangers, et ceci peut être synonyme de fragmentation. Donc l'impuissance démocratique peut être combattue par la participation, et la participation, c'est la participation politique, mais c'est aussi la participation économique et sociale. Ça a été dit, Emmanuel Combe l'a très bien rappelé tout à l'heure, revitalisons cette idée de la participation des salariés, notamment dans les petites structures. Il y a là des idées extrêmement concrètes qui peuvent changer notre pays, et notamment le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est un enjeu absolument fondamental. La France doit, sur le plan économique, être davantage dans les mains des Français. Si l'on compare la dette japonaise et la dette française, ce n'est pas leurs montants qui sont si différents que cela, mais ce qui est très différent, c'est que ce sont les Japonais, par leur épargne, qui détiennent l'essentiel de la dette, tandis que la dette française est malheureusement fortement détenue par toutes sortes de mains étrangères, de sorte que c'est évidemment une menace sur la souveraineté de notre pays, en même temps qu'une menace sur notre avenir et sur notre capacité à maîtriser notre destin. Nous avons donc à retrouver la puissance démocratique, non pas en admirant les autoritarismes, comme le font certains, mais au contraire en voyant la force d'efficacité que peut avoir la démocratie lorsqu'il y a tout simplement une capacité de participation dans la société de l'ensemble de ces acteurs. Et puis, un troisième cavalier de l'Apocalypse, c'est ce que l'on peut appeler l'asymétrie démocratique. Là aussi, on l'a vu dans nos débats. Bien sûr, quand je dis l'asymétrie, c'est L'. Nous sommes dans des combats asymétriques. C'est ce qu'a dit Rachel Kahn à l'instant lorsqu'elle a parlé des combats que nous devons mener. Sans arrêt, nous sommes devant des adversaires à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle internationale, qui n'utilisent pas les mêmes armes que les nôtres. C'est le principe même du terrorisme en particulier que de créer cela. C'est d'ailleurs le terrorisme qui, d'une certaine façon, nous a fait rentrer dans un paradigme nouveau, dans un siècle nouveau, à partir du 11 septembre 2001. Souvenons-nous, nous avons pendant toutes les années 90 brodé autour de la question de la puissance démocratique, de la démocratisation de l'ensemble du monde. C'était ça, la pensée qui a duré pendant 12 ans, de 1989 à 2001. Et depuis 2001, nous sommes rentrés presque dans l'inverse, c'est-à-dire le pessimisme démocratique, la peur de la défaite, tout simplement. Et c'est une victoire du terrorisme que d'avoir, à partir du 9 septembre 2001, du 11 septembre 2001, créé cet état d'esprit, créé cette force du défaitisme, d'une certaine façon, dans nos sociétés. Comment faire face à des adversaires qui n'utilisent pas
les mêmes armes que les nôtres. Cette question est à la fois une question géopolitique, nous le voyons aussi bien depuis le 7 octobre que nous le voyons en Ukraine, que nous le voyons sur plusieurs théâtres. Les forces démocratiques n'utilisent pas les mêmes méthodes que les forces non démocratiques. C'est d'ailleurs une des façons de les distinguer. Et nous devons, de ce point de vue-là, avoir une véritable réflexion sur notre capacité à utiliser les bonnes armes. C'est vrai sur le plan du débat interne. Je pense que nous devons sans arrêt respecter l'adversaire, nous devons sans arrêt respecter les institutions, mais nous devons, et ça a été dit aussi bien hier soir qu'à l'instant, ne pas pour autant être naïfs, ne pas pour autant faire semblant de ne pas voir ce qu'ils sont. C'est pourquoi nous devons les attaquer lorsque c'est nécessaire d'un point de vue juridique, mais surtout d'un point de vue politique. Et c'est pour cela que nous nous rassemblons. Nous nous rassemblons parce qu'il est très important de faire corps. Combien d'entre vous se sont sentis seuls dans des combats divers et variés? Ceux qui vous ont parlé ce matin, et que je connais bien, ou ceux qui vous ont parlé hier, et que je connais bien aussi, combien de fois ils se sont sentis harcelés, attaqués, seuls face à la meute? C'est pour ça qu'il est si important d'être solidaire, si important de sentir que certains combats méritent que nous nous rassemblions. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors oui, il faut se retrouver, disons-le, entre nous. Mais entre nous, c'est large. Entre nous, c'est 80% des Français. Nous ne nous sentons pas comme une petite minorité sur le reculoir. Si tous les Français pouvaient être dans cette salle, je fais le pari que 70 à 80% des Français seraient d'accord avec ce qui est dit ici. Nous ne sommes pas une petite tribu en train de défendre une petite idée venue du 19e siècle et que quelques barbichus défendraient par nostalgie de Jules Ferry. C'est évidemment l'image que nos adversaires essayent d'installer. Mais c'est l'inverse de ça. Nous sommes les tenants de l'idée la plus moderne qui soit, au sens plein de ce mot moderne. La modernité n'est pas morte, les Lumières ne sont pas mortes, les idées de liberté ne sont pas mortes. Et c'est la grande victoire des penseurs différentialistes et communautaristes que d'installer une espèce de force de leur idée qui vient. C'est la force de nos adversaires que d'avoir des systèmes de pensée assez cohérents. Alors, comme certains l'ont dit à cette tribune, je reste très optimiste par rapport à ça. Parce que je pense que des systèmes qui vont contre la liberté, à un moment ou à un autre, rencontrent leurs contradictions. Et on le voit d'ailleurs dès maintenant, par exemple, aux États-Unis, où il y a une forme de reflux de certaines choses. Mais on est dans un combat qui n'est ni gagné ni perdu et qui doit être largement mené. Mais il doit être mené en ayant conscience de cette force que nous devons avoir en étant rassemblés. Alors il y a une myopie démocratique, il y a une asymétrie démocratique, il y a une impuissance démocratique. Et puis, il y a par-dessus tout cela ce qu'on pourrait appeler l'entropie démocratique. Et c'est là qu'arrive un certain nombre de solutions dans les réflexions que nous avons eues ces derniers jours. Qu'est-ce que l'on peut appeler l'entropie démocratique? C'est tout simplement le fait que lorsque l'on est en démocratie, la demande des citoyens est sans arrêt en augmentation. Et que la capacité de réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur de ces attentes qui augmentent sans arrêt. C'est ce qui a été pointé par plusieurs d'entre vous lorsqu'on parle finalement de l'individualisme contemporain, lorsqu'on parle de l'inflation des droits, lorsqu'on parle de l'oubli des devoirs. Tout ceci crée un déséquilibre au sein même de la démocratie. Et je voudrais l'illustrer par un concept juridique tout simple, et là c'est le professeur de droit qui prend la parole quelques instants. Il y a eu une subversion sous nos yeux, nous, concitoyens de ce XXIe siècle, de l'idée d'état de droit. L'état de droit, très belle idée, aux origines assez lointaines, au moins au XIXe siècle. L'état de droit, c'est l'idée d'une unité du droit. C'est l'idée que l'État doit respecter le droit parce que le droit est au-dessus de tout en matière de règles collectives. Et progressivement, notamment à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, l'état de droit est devenu significatif de multiplication des droits. Et pour avoir étudié certaines sociétés extrêmes occidentales, ce que j'ai vu, c'est
l'affirmation d'une multitude de droits, l'affirmation d'une multitude de nouvelles juridictions, l'affirmation de nouvelles procédures, qui ont fini par se retourner en l'inverse de l'état de droit, ce qu'on peut appeler la société de droit, c'est-à-dire une société où tout le monde réclame de plus en plus de droits, où les droits rentrent en contradiction avec eux-mêmes, et où à la fin ce qui se passe c'est l'inverse de l'état de droit, puisque le plus puissant c'est celui qui peut se payer un avocat, c'est celui qui peut se payer des capacités de pression, et le citoyen lambda est juste dans une espèce de désordre juridique complet qui l'empêche de faire vivre tout simplement ses droits. Et cette situation de désordre qui a mille traductions, et notamment le fait que parfois nos vies sont enchevêtrées de contraintes de tous ordres, de plaignants dans tous les sens, si l'on peut dire, qui d'une certaine façon juridicisent nos vies, eh bien cette tendance est assez typique de grands mouvements historiques qui sont des mouvements de retournement d'un concept contre lui-même. Nous sommes allés tellement loin dans l'état de droit que c'est devenu quelque chose d'inversé. Nous devons donc retrouver l'état de droit, et retrouver l'état de droit, c'est évidemment l'égalité républicaine, c'est l'unité de l'État, c'est lutter contre la victimisation, le différentialisme, toutes les volontés d'invoquer sans arrêt quelque chose de différent d'autrui. Bien entendu, nous devons développer les libertés, c'est même cela que nous défendons, mais nous devons les défendre dans un cadre commun, là encore avec le mot de participation, la question du bien commun, le mot de commun, ce que nous avons en commun qui nous rassemble dans un pays comme la France, est absolument essentiel. Et donc, nous devons lutter contre les méfaits de l'individualisme, et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point, aujourd'hui aussi, l'individualisme vient à la rencontre du communautarisme. Amnous Shalmani l'a très bien dit tout à l'heure, je ne trouverai pas de meilleurs mots, mais à la fin, nos sociétés démocratiques, si démocratiques depuis si longtemps et si pacifiques depuis si longtemps, ont tout simplement engendré des individus qui, ne trouvant plus sens à leur vie, ont besoin d'adhérer à des communautés réelles ou artificielles, souvent basées sur la notion de victimisation. Et tout ceci ne peut générer que le conflit de tous contre tous et l'absurdité de la vie, d'une certaine façon. Et donc, la réponse à cela, c'est évidemment de donner un sens au commun, et ce sens au commun, c'est le sens républicain. Et il est très frappant que le pays le plus républicain qui soit, c'est-à-dire le nôtre, la France, qui a tant œuvré pour que ce concept ait un sens, qui l'illustre tant, qui est un pays si magnifique, eh bien que ce soit ce pays-là qui soit si attaqué pour ses valeurs. Et c'est très frappant de voir que le sujet de la laïcité est autant été attaqué ces dernières années comme un concept purement français. Et je voudrais, là aussi, de manière très concrète, m'attarder sur ce point. Pourquoi la laïcité est-elle autant attaquée aujourd'hui en France et dans le monde? Les arguments que l'on nous présente sont toujours les mêmes. Il s'agit de dire que c'est un concept dépassé et un concept cheval de Troie pour on ne sait quelle logique d'exclusion. C'est-à-dire, en réalité, l'inverse de ce qu'est la laïcité. La laïcité est faite pour unir, la laïcité est faite pour la liberté. Mais surtout, de nouveau, nous ne devons pas être sur le reculoir. Nous ne devons pas laisser dire que la laïcité est quelque chose qui serait, de manière étriquée, franchouillard. La laïcité, ça existe dans le monde entier comme idéal. Bien sûr, ça ne prend pas ce nom-là. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir la loi de 1905 dans chaque pays du monde. Et bien sûr, il faut que ce soit synonyme de liberté religieuse. Mais c'est avec des caricatures que l'on dit que c'est franchouillard. Si on regarde la réalité en face, la Turquie a été un pays laïque pendant assez longtemps. Et ça ne paraissait pas inadapté à ces latitudes-là. Beaucoup de pays d'Amérique latine ont adopté la laïcité. Tous les pays du monde recherchent une voie pour distinguer le spirituel et le temporel. Et en Iran, l'idée de la laïcité, je peux vous dire que c'est une idée extrêmement intéressante pour beaucoup de gens. Et que peut-être un jour, on va la trouver comme étant promue par les secteurs réellement modernes de cette société-là. Ne nous laissons pas convaincre que nos concepts sont des concepts dépassés. C'est exactement l'inverse. Face aux problèmes de notre temps, la laïcité, et trouvons d'autres mots pour d'autres pays si l'on veut, parce que peut-être que le mot, lui, est très français, mais l'idée de séparer le temporel et le spirituel, au bénéfice et du spirituel et du temporel,
Ce n'est pas le temporel contre le spirituel, c'est absurde de le dire comme ça. C'est parce qu'il y a la laïcité que justement notre liberté métaphysique peut s'exercer et qu'on ne peut croire ou ne pas croire. C'est une évidence, il faut sans arrêt la rappeler. Et donc, cette idée de séparer le spirituel et le temporel, cette idée d'une neutralité de l'État. Non, les agents de police ne doivent pas montrer des signes religieux. Et la société britannique n'est en aucun cas un exemple de ce point de vue-là. Si quelqu'un veut nous donner l'Angleterre comme modèle aujourd'hui, qu'il aille en Angleterre voir les violences dont il a été question tout à l'heure. Ça fait plusieurs décennies qu'on essaye de nous dire que le modèle des États-Unis ou le modèle anglais est magnifique et que nous sommes là aussi de grands ringards de tenir à notre modèle français. Mais voyagez, allez voir où ils en sont. Regardons la conflictualité actuelle aux États-Unis. On doit tous espérer que tout ceci descende de plusieurs crans, qu'on retrouve le plaisir de vivre ensemble dans un contrat social où c'est pas grave si tu es de gauche et que je suis de droite, ou si tu es de droite et que je suis de gauche. Au contraire, on est heureux de vivre ensemble de cela. Retrouvons cela. Retrouvons cette République à la française où justement on se enrichit de la différence, on est heureux de cette diversité, mais on ne va pas prétendre que celui qui dit que ce cadre est justement un cadre magnifique est quelqu'un de réactionnaire parce qu'il veut préserver ce cadre. Ce cadre est notre vie. Il y a de multiples conséquences concrètes de ces principes. Je ne viens pas à l'instant de faire 10 minutes de théorie abstraite sans aucune conséquence concrète. Tout ceci ensuite se décline à l'école, dans l'ensemble du pays, dans la rue, chez soi. C'est la question de la liberté qui est derrière cela. Et c'est évidemment notre mot-clé par définition. République, c'est synonyme de liberté. Alors oui, il y a 4 cavaliers de l'apocalypse démocratique, je les ai énumérés. Ces 4 cavaliers ne sont pas des fatalités. Ces 4 cavaliers, d'une certaine façon, sont consubstantiels à la démocratie, parce que oui, la démocratie est fragile. Oui, Manuel, tu l'as rappelé, par définition, elle est toujours imparfaite. C'est même justement pour ça qu'elle est la démocratie, c'est-à-dire qu'elle est vivante, qu'elle est dynamique. Il y a de la conflictualité. Nous n'aurons jamais la démocratie idéale où tout le monde pense la même chose. Ce ne serait d'ailleurs pas idéal du tout, où il n'y aurait aucun conflit, il n'y aurait aucun problème. Non, par définition, il y a des problèmes et c'est par la voie démocratique qu'on doit sans arrêt les résoudre. Et c'est aussi par la voie démocratique qu'on doit donner un sens à la vie collective. Et ce sens, chacun doit le trouver. Il peut le trouver dans l'au-delà, la laïcité le permet. Il peut le trouver dans la vie quotidienne, la République le permet. Il peut le trouver dans la vie économique et sociale, notre démocratie le permet. Aujourd'hui, et je voudrais terminer par là, nous pouvons sentir donc que nous sommes à la croisée des chemins parce que la démocratie est menacée et que nous nous sentons souvent un peu démunis pour la défendre. Nous nous sentons à la croisée des chemins parce qu'il y a des problèmes politiques en France. Mais si on écoute tout ce que nous avons dit avant-hier, hier et aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a des solutions. Je le redis, je pense qu'il y a facilement 2 Français sur 3 et même davantage qui peuvent penser la même chose sur les grands problèmes du pays. Et que ceci réclame du débat, d'exposer les questions, plutôt que d'être sans arrêt dans la civilisation de l'immédiateté qui nous caractérise et du slogan, du buzz, de la réflexion binaire. Nous devons donc, grâce à des réflexions comme celle du Laboratoire de la République, apporter des solutions. Et dans la crise actuelle, dont on voit bien qu'elle a quelque chose d'inextricable, puisque personne ne peut avoir la majorité absolue au Parlement, eh bien nous devons être créatifs et nous devons proposer des solutions. Comme au début de la Ve République, la solution viendra de la capacité à dépasser les logiques partisanes. Je suis très frappé que ce soit encore les logiques d'élections présidentielles futures, les logiques de coalitions électoralistes qui guident les comportements de trop nombreux personnages politiques. Aujourd'hui, nous ne devons penser qu'à une chose, c'est là la France. La France a besoin de politiques publiques qui résolvent les problèmes des Français. Nous avons rappelé que le pouvoir d'achat était le premier d'entre eux et pas le seul. Il y a des possibilités de le faire. Ce ne sont pas nos institutions qui sont coupables de la situation. C'est la façon dont on les fait vivre. Et je ne vais pas revenir sur l'ensemble des causes, mais il est évident qu'aujourd'hui, la structuration partisane française est absurde. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la possibilité de s'allier pour résoudre les problèmes, et au contraire, la manière dont les choses sont structurées étouffe ce qui permettrait de faire cela. Il n'y a donc qu'une seule solution, c'est de dépasser les logiques de parti.
Et cette solution, elle viendra de la personne qui prendra la responsabilité d'essayer de composer un gouvernement. Au moment où je parle, cette personne n'est pas identifiée. On peut avoir les uns et les autres des préférences, je ne suis pas là pour en exprimer une ou l'autre, mais ce qui est certain, c'est que ces femmes et ces hommes, elles existent. Pas forcément très nombreux, mais il y a en France des personnes qui ont la qualité pour exercer ce pouvoir. Non, les urnes n'ont pas donné une majorité au nouveau Front populaire. Pas plus que les urnes n'ont donné une majorité au Rassemblement national. Pas plus qu'elles n'ont donné une majorité à une quelconque tendance. Donc aujourd'hui, il faut bien, en dépassant la logique des partis, trouver une capacité à unir, et cette capacité à unir, elle s'imposera au Parlement si elle vient de la société française. Si le choc de la nomination du Premier ministre permet d'avoir un élan dans la société française qui oblige la classe politique à être à la hauteur de la situation. Nous devons appeler ceci de nos vœux. Nous devons avoir un Premier ministre dont l'indépendance vis-à-vis du Président de la République traduira une autre conséquence de ces urnes. C'est une défaite du Président de la République, il faut savoir le reconnaître. Et donc, bien entendu, les Français ne voudront qu'une personne qui incarne cette indépendance vis-à-vis du Président de la République. Et cette personne-là, eh bien, des personnes comme nous, des démocrates et des républicains, si cette personne-là est une personne de bonne volonté, si elle vient de la gauche ou si elle vient de la droite, peu importe, mais du moment qu'elle est capable de rassembler les Français autour des grands thèmes qui permettront les progrès de la France, alors il faudra la soutenir, alors il faudra aider à ce qu'elle réussisse. Et il faudra qu'on sente que ce qui compte avant les partis, c'est le pays. Et c'est uniquement cela qui doit nous guider dans nos choix. Alors oui, les sujets de très court terme, puisque ce dont je parle est de très court terme, sont à relier aux enjeux de très long terme. Oui, il y a des concepts clés qui doivent nous permettre d'affronter l'avenir. J'en ai mentionné certains, je voudrais les répéter, notamment la participation et la liberté. Eh bien, c'est avec ces idées-là que nous devons aujourd'hui nous sentir forts pour défendre la démocratie. Je voudrais le dire par une formule assez simple. Mais moi, je crois que la démocratie peut avoir encore de beaux siècles devant elle. La démocratie sera sauvée par la République. La démocratie, c'est la liberté. La démocratie, c'est la diversité. C'est la possibilité d'exprimer toutes nos individualités. La République, c'est le commun. C'est ce que nous sommes capables de faire ensemble. C'est le fait que nous nous respectons les uns les autres. C'est aussi la liberté sous l'autre angle. L'un ne va pas sans l'autre. Quand il y a la démocratie sans la République, la démocratie s'affaisse. Quand il y a la République sans la démocratie, la liberté s'affaisse. Il faut et l'un et l'autre, surtout pas opposer les deux, mais au contraire se dire qu'aujourd'hui, la démocratie est bien fragile, eh bien nous la sauverons parce que nous renforcerons la République. Merci à vous.